Bienvenue sur le podcast du regroupement des jeunes conseillers du Québec. Le podcast où les histoires inspirantes propulsent les conseillers indépendants de demain. Mon nom est Jade Quentin, votre animatrice pour le podcast des conseillers de l'avenir, propulsé par UV Assurance. Hey, salut les gars! Je suis donc bien contente de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast. Merci. Salut. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur le podcast du RJCQ. Merci Hugo d'avoir accepté l'invitation. Merci Vincent, mon co-animateur pour le podcast aujourd'hui. Ça fait plaisir. Puis, ça va vraiment être un épisode super intéressant. On va essayer. Je suis convaincue. Pour vrai, je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation, Hugo. Je te laisserai, Vincent, nous présenter notre invité aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous recevons Hugo Neveu, passionné en développement et amélioration continue en services financiers, à l'œuvre depuis 2017 dans différents postes stratégiques. Aujourd'hui, principalement président et associé principal de Consortium Hypothécaire, conseiller en sécurité financière, courtier hypothécaire, équipe Sommet. C'était long. Ses fonctions sont diverses, mais son objectif principal est toujours le développement et la croissance. Il aime partager ses connaissances à bon escient et foncer la tête baissée dans les projets qui le passionnent et auxquels il croit. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Mis à part la date d'entrée, tout est vrai. 2007. Ouais. 2007. Dans l'industrie depuis 2007, dans des postes différents de gestion depuis 2016-17. Ouais. OK. Ouais. Parfait. Ouais. Faudra corriger ton site Internet. Ouais, c'est peut-être ça. Mais raconte-nous comment t'es arrivé dans le domaine financier? De façon vraiment atypique, de façon assez particulière en fait, puis sans dénigrer ou porter de jugement ou quoi que ce soit. J'étais dans une carrière complètement autre. C'était quoi? J'avais fait le choix en fait, tu sais. J'étais un jeune adulte, j'étais un jeune adulte responsable très jeune, puis j'avais fait le choix d'avoir une maison, des autos, une famille, puis un chien. Ça, c'est venu naturellement. Jade, c'est pas arrivé par choix. Ma mère m'a toujours dit que j'étais le meilleur, j'ai fini par la croire, fait que ça a donné ce que ça a donné, mais... Bref, non, moi j'ai fait des choix de vie, en fait, assez jeune, début vingtaine, qui m'ont poussé à me diriger vers un emploi payant avec une certaine stabilité. Okay. J'avais des gens dans ma famille qui œuvraient dans le domaine des pâtes et papiers, entre autres, qui avaient une belle croissance, puis ils faisaient de l'overtime, puis moi j'étais workaholic, clair, net et précis. Fait que ça me parlait pas mal, puis ils faisaient de la belle argent avec de l'assurance collective, un fonds de pension, une sécurité, puis le lifestyle m'appelait, la job en tant que tel, who cares, rendu là, ça me dérangeait pas vraiment. Puis je suis allé faire une formation Centre La Croisée d'Anacona, comme opérateur de machinerie fixe en porte-papier. J'ai été opérateur, c'est drôle, je sais que c'est drôle parce qu'on se connaît un peu, puis comme je sais, ça... Ah ouais, en arrière d'une fait machine, que, ouais, c'est ça, c'était toute autre tâche connexe. Mais bref, c'était vrai, là, tu sais, je travaillais beaucoup, je faisais de l'overtime, je faisais de la belle argent. À 23 ans, j'ai eu mon emploi. Finissant mes études là-dedans, j'ai eu mon emploi stable, bonne paye, bon salaire, bonne stabilité, assurance collective, fonds de pension et tout. Puis ça a donné qu'en même temps, j'ai eu 2 enfants. Fait qu'à 23 ans, comme je suis un super reproducteur, j'ai fait 2 enfants d'un coup. Sûr qu'à 23 ans, ça donne des chances aussi, hein? Exactement, mais à 23 ans, ouais, en fait, là, on a eu nos jumelles, ma femme et moi. Wow. Puis, j'ai œuvré en porte-papier pendant 2 ans et demi, et là, long story short, on est arrivé à un point où ça me parlait pas tant que ça, le domaine. J'avais d'autres aspirations. Après 2 ans et demi, j'avais fait le tour de pas mal de ce que je pouvais faire là, puis je voyais pas trop d'avancement dans le long terme. Et il y a un collègue qui m'a dit, là, je vous le dis, classique histoire de je peux pas te le dire c'est quoi, mais viens, je vais te présenter le concept. Tu sais, ça sentait le marketing de réseau à plein nez, mais j'avais absolument rien à perdre. J'étais allé à la rencontre, j'étais allé à la soirée, c'est une soirée d'information, on va t'expliquer c'est quoi, puis j'étais allé, puis c'était un meeting de Primerica. Ah oui, OK. C'était un meeting de Primerica. Alors, en service financier, fait que là, il a fait « Ah, je suis sûr ça te conviendrait, blablabla. » Puis, tu sais, je suis sorti du meeting un peu assommé de la vibe, puis de l'énergie, puis de tout ce qui s'était passé, plus que ce qui s'était dit, en fait. Parce que ce qui s'était dit en soi, c'était les requis pour faire la formation, le cours, pour devenir conseiller en sécurité financière, ultimement. Puis, ça me parlait. Fait que, tout bonnement, pendant mes quarts de nuit, je me suis mis à étudier les livres de l'AMF. Puis, une bonne journée, j'ai dit « C'est assez ». Je fais le saut.
Puis, entre-temps, j'avais parlé avec un ami à moi du temps qui m'a dit si t'es en train de faire ça, viens-t'en travailler avec moi. Lui, t'es déjà dans le domaine. Puis ça a parti comme ça. Fait que, ultimement, ça a parti à côté de la machine à papier avec un gars qui m'a dit viens, je te dis pas c'est quoi, mais tu vas aimer ça. T'sais. Fait que c'est un peu bizarre. T'as-tu rentré chez Primerica ou pas du tout? Zéro. Okay. J'ai jamais été là du tout. Le meeting m'a convaincu de passer tes permis. De passer mes permis, en effet. Mais m'a aussi convaincu que c'était pas ma place. Fait que j'ai décidé de faire autre chose. Okay. Ouais, c'est ça. OK. Fait que c'est tout bonnement comme ça. Puis voilà, avril 2007, obtention des permis officiels. OK. Ouais. Fait que ça fait un bon bout, là. Ça fait 2025 moins 2007. Ouais, c'est ça. Quand même, t'es majeur. 23 ans maintenant. Non, excuse-moi. 18 ans. 18 ans maintenant, ouais. Ça fait pas 20 ans, tout à fait. Très cool. Puis, dans le fond, là, est-ce que tu continues à travailler de nuit plus faire des clients ou... Oui et non, en fait. Il y a quand même eu une transition où j'ai installé mon setup de ce que je voulais faire. Parce que, tu sais, c'est facile de se lancer, là, mais avec un téléphone et une feuille de papier... En 2007. Ça prend autre chose. Ben ça, c'est drôle que tu dises ça, Jade, parce que, en fait, en 2007, j'ai un bon ami du temps qui est toujours un bon ami avec qui j'ai certaines collaborations encore à ce jour, ce qui est formidable. Nicolas Bouchard était président, directeur général, fondateur du Proprio. OK. En 2007, là, puis là, je vais parler aux gens plus âgés, mais en 2007, du Proprio, le logo, là, c'est un feu de circulation. Là, c'est avant toute la refonte, c'est avant que les pages jaunes achètent, c'est avant que Desjardins finissent par acheter. Donc, Nicolas, qui est un ami du temps que je croise régulièrement, je lui vends le concept suivant, puis là, ça paraît complètement stupide en 2025, mais en 2007, c'était très, très, très innovateur. J'ai dit, on devrait offrir des services financiers à tes clients sur le site web. T'sais. OK. Puis là, je sais que ça a l'air en 2025. Là. Non, mais en 2007, je veux juste que vous compreniez que je me bats pas contre Desjardins, je me bats pas contre RBC, BMO. Il y a personne. Il y a personne sur le web qui fait de l'affichage en services financiers. Fait qu'à ce moment-là, on prend une entente. Je monte beaucoup d'outils web via Programmeur Senior de chez Duproprio qui, jadis, plusieurs années plus tard, deviendra mon associé dans ABF Québec notamment. Puis, je suis encore partner avec Fred. Fait que merci, Nick, de nous avoir présenté. Mais longue histoire, je prépare un setup informatique, là, blog. Il n'y a pas de blog non plus en service financier en 2007. Fait que je prépare un setup blog, publicité sur le web. Je détiens, c'est moi qui reçois les leads de la calculette sur le site de Duproprio. Puis, tu sais, Duproprio, en 2007, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. C'est en totale croissance, mais rapidement, en 2008-2009, Duproprio fait plus de vues, plus de clics que le site de Remax. Fait que ça devient quand même assez gros, assez vite. Ce qui fait que j'ai plus les moyens de me payer la calculette rendue en 2009-2010. Mais bref, en 2007-2008-2009, j'ai monté un fanbase incroyable via le blog. Puis c'est aussi une époque où il n'y a pas de loi qui entoure les infolettes, puis le publi-postage, puis tu fais ce que tu veux comme tu veux, c'est le Far West total. Fait que j'ai un fanbase incroyable, puis c'est comme ça que j'ai bâti ma clientèle de A à Z, en fait, avec du référencement hypothécaire dans le temps, parce que j'étais uniquement conseiller en sécurité financière. Puis en vendant de l'assurance prêt, écoute, de l'assurance prêt, je n'ai vendu pour les 50 prochaines vies. Là. fait que bref, j'ai fait ça, c'est comme ça que j'ai monté ma clientèle tranquillement, pas vite, avec des leads aussi d'un assureur direct qui avait besoin de servicing pour des clients orphelins, qui appelait ça. Des clients dont le conseiller est décédé, plus actif, whatever. Fait que j'ai appris beaucoup de choses sur toutes les anciennes polices que Manuvie a achetées au fil du temps. Girling Global, Commercial Union, La Maritime, bref, whatever. Mais c'est ça. Le business case, c'était vraiment le web. C'était ça. Ouais, c'était quand même... C'est avant-gardiste comparativement. Tu sais, à l'époque, tu sais, aujourd'hui, ça paraît naturel d'être sur le 100%. Web, puis, mais à l'époque, c'est, je veux dire... Faut aller aujourd'hui, en même temps, c'est comme... Mais 2007, là, j'ai un blog, puis je me souviens de discussions avec mon directeur au centre financier chez Groupe Cloutier dans le temps, Rénal Lacroix, qui me dit c'est génial, c'est ingénieux, c'est nouveau, c'est ci, c'est ça. Aujourd'hui, tu pars un blog. Bonne chance pour le faire voir. C'est ça. Puis j'ai commencé à faire des chroniques vidéo, je me souviens, pour duproprio.tv initialement. Puis le slogan de duproprio.tv, encore à ce jour, je pense que c'était le meilleur slogan au monde, c'était « La lecture, c'est trop dur ». Duproprio.tv, parce que la lecture, c'est trop dur. Puis je trouvais ça, eux aussi, t'es avant-gardiste forcément, là, parce qu'aujourd'hui, c'est
on ne peut plus vrai, tout ça. Ouais, Là, ouais. tu sais, je veux dire, t'as lu combien de livres dans la dernière année? 42, mais dans le fond, t'en as pas lu un. T'es Je les tout ai écouté en écoutés. balado, tu sais. Fait que, longue histoire, j'ai fait des chroniques pour duproprio.tv, puis là, après ça, j'ai fondé conseillerfinancier.tv, courtierhypothécaire.tv, puis encore là, il y a personne qui faisait des capsules vidéo en service financier sur le web, puis qui parlait de ce truc-là. Fait que, c'est un peu toute l'innovation à ce moment-là qui a fait que j'ai eu vraiment de la visibilité, vraiment beaucoup de visibilité. Ben oui, puis tu sais, moi, je me rappelle, tu sais, moi, je viens du milieu financier, puis ça reste que tu habites quand même, on vient quand même du même coin aussi. Absolument. Fait que, tu sais, je savais t'étais qui parce que je te voyais comme sur le web, tu sais, t'étais un précurseur, personne, tu sais, puis moi, ça m'a inspiré beaucoup, là, tu sais. C'est gentil. Ben, c'est vrai, là, mais tu sais, à sortir de ma zone de confort, à faire des vidéos, puis tu sais, t'étais invité à la TVA, t'étais invité, tu sais, à plein de places pour aller parler de ta profession puis de ton expertise, hein. Ouais. Tu sais, j'ai été chanceux, je crois pas à la chance, Non, là, c'est zéro, ça non là, plus. mais j'ai été opportuniste assurément. J'ai saisi les occasions assurément, mais il faut pas se leurrer, j'ai créé énormément de ces occasions-là aussi. J'ai été, tu sais, dans les chroniqueurs réguliers à V-Télé, dans le show du matin, dans le temps qu'il y avait un show du matin, là. La fin de semaine, j'ai été chroniqueur régulier pendant à peu près 3-4 ans. Puis j'y allais peut-être dizaines de fois par année, mais tu sais, ça, c'est pas arrivé. Ils m'ont pas appelé disant hey, on aimerait ça que tu viennes. OK. Tu sais, C'est toi que... j'ai proposé le concept, j'ai engagé une firme de marketing qui a monté un cahier de présentation de candidature avec mes vidéos que je faisais déjà sur conseillerfinancier.tv, courtierhypothécaire.tv. Je veux dire, j'ai créé les opportunités aussi, là, sont pas arrivées comme par magie, là. Puis là, ben, quand tu te mets à faire un peu de ça, ben là, après ça, la radio a besoin de quelqu'un au niveau de commenter la hausse du taux directeur, ben il t'appelle. Puis là, Radio Énergie, il t'appelle. Puis là, après ça, TVA a besoin d'un bloc sur telle affaire, il t'appelle. Fait qu'à un moment donné, c'est une espèce de roue qui tourne. Puis si tu réponds présent, je veux juste que ça soit clair, là. Si les médias t'appellent puis tu réponds présent, ils vont te rappeler. OK. Ouais. Si tu réponds pas présent puis tu dis non, je suis occupé, j'ai un rendez-vous, ils te rappelleront pas. Fait que j'étais beaucoup disponible. Fait que là, après ça, c'est conseiller. Tu savais cette Ben drogue-là? oui, définitivement. Puis là, c'est conseiller.ca, c'est finance investissement, c'est toutes les parutions, après ça, de l'industrie qui te contactent parce qu'ils disent, OK, le gars, il donne des entrevues, il donne du contenu. Fait que c'est ça. On a créé le début, mais après ça, ça a fait boule de neige, puis ça l'a complètement explosé, là. Ah oui, c'est complètement fou. Tu sais, à travers ça, t'as sûrement eu des défis, là. Tu sais, j'imagine, tu sais, que ça... Là, on parle du beau, là. Mais tu sais, en même temps... Il y en a eu beaucoup. Mais mettons les principales, là, que tu pourrais dire. en fait, de 2007 à 2016, il y a eu un déclic à un moment donné où c'est devenu, tu sais, je dis boule de neige, là, mais ça a fait boule de neige sur à peu près tout. La business rentrait de partout. Les références rentraient sans arrêt. Puis juste que ça soit clair, si tu fais de la télé dans la vie, là, c'est pas le client qui a 800 000 à placer qui t'appelle, puis c'est pas lui qui a besoin d'une police à 75 000 de prime qui t'appelle, là. C'est rarement ton client idéal qui va t'appeler, là. Ben, j'ai eu des bons leads, là. En bout de ligne, quand même, des rencontres vraiment intéressantes là-dedans, puis des excellents clients et tout, mais au final, il faut que tu sois disponible aussi pour répondre à toutes les questions. Toutes les questions. Fait que ça l'a amené son lot de travail. La gestion de la croissance est devenue vraiment un enjeu, là, clair, net et précis. Jade, t'étais proche de chez moi, en effet, puis tu sais, on avait acheté une bâtisse à ce moment-là qui avait pignon sur rue, puis à un moment donné, je me rappelle, tu sais, je m'entraînais au gym en face le matin, je traversais au bureau, puis j'essayais d'arriver 1h30 avant le staff pour essayer de préparer toute la journée. Puis on est dans une époque où on travaillait en gestion papier. Je travaillais avec ma femme à ce moment-là, puis Nadia, avec qui je travaille encore aujourd'hui, à ce jour, 14 ans plus tard. Mais longue histoire, j'ai des piles de dossiers, puis les filles rentrent dans le bureau le matin, puis on fait le tour de dossier par dossier, puis ça, c'est ce que je veux que tu fasses, puis ça, puis ça, puis ça, puis on les passe, puis ça prend 1 heure et demie, faire le tour des dossiers à faire pour la journée, juste donner le travail, puis après ça, j'ai des rendez-vous aux 30 minutes, jusqu'à 9h30, 10h le soir, non-stop pour la journée, puis le lendemain, ça recommence. Le lendemain, ça recommence. Le lendemain, ça recommence. En bout de ligne, de 2007 à 2016, en mode acquisition de clients orphelins, en mode web et tout, quand je me suis départi de mon bloc d'affaires, la grande majorité de mon bloc d'affaires, en 2016, il y avait 4700 clients. Ah, Ouf, c'est du volume.
En 9 ans et demi, Ouais, c'était, c'est énorme, en 9 ans et demi, c'était beaucoup de volume. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'était devenu une machine à saucisses incroyable. Puis à un moment donné, le rythme infernal de tout ça, c'était insoutenable. Je veux dire, moi, j'avais, au final, je pense que j'avais 4 adjoints temps plein, puis 2 adjoints de temps partiel, dont un des temps pleins qui Christian, c'était un de mes chums dans la vie. Christian, que je considérais être une pieuvre, qui avait tous les talents, qui était capable de tout manager. Christian conduisait mon auto. Là, on n'est pas sur des rendez-vous vidéo. Là, hein? Je veux dire, c'est tout en présentiel. il n'y a pas de Zoom et de Teams. Là, fait que je me déplaçais aux 4 coins de Québec, Montréal, whatever. Je me promenais énormément. Christian conduisait. Pendant les rencontres, Christian était là. Il prenait des notes, mais il prenait aussi les réponses à mes courriels. Il me donnait des tâches à faire quand on s'assoyait dans l'auto. Il disait « Faut que tu rappelles lui, faut que tu rappelles lui ». J'étais sur le call. Wow. On rentrait à l'autre rendez-vous d'après. C'était toute l'équipe qui préparait. Moi, je faisais juste de la prestation de service. Prestation de service sans arrêt. À un moment donné, c'était brûlant. Ça n'avait aucun sens. Puis en 2016, il est arrivé ce qui arriva. Là. À un moment donné, c'était too much. J'essayais d'engager, j'essayais de m'amalgamer d'autres conseillers qui allaient travailler avec moi. Et je dis, il n'y a personne qui avait le goût là, de suivre ce rythme-là. Là. Fait que. On s'en vient en service financier pour avoir un style de vie plus relax. Une qualité de vie, supposée. C'était pas ça. Là. Non, fait que. Puis, tu sais, j'étais très écureuil, fait que je bâtissais énormément. Puis, tu sais, j'ai jamais eu la grosse vie ou whatever. Tu sais, je suis pas le gars qui. J'ai pas de BM, j'ai pas de Mercedes, puis c'est pas une question d'argent. Là. Fait que je bâtissais, mais à un moment donné, il a fallu que je me rende à l'évidence, c'était devenu trop gros, trop vite, trop pesant sur toute ma vie. Je travaillais avec ma femme, c'était 7 sur 7, 365 jours par année. On faisait rien que ça, parler de ça. Fait qu'à un moment donné, il y a des décisions qui se sont prises. J'ai juste tiré sa plug en 2016, vendu 99% du bloc. J'ai gardé famille, amis, proches, puis c'est tout. Là. Mais c'est ça. Puis je me suis concentré après ça sur un poste de direction avec Groupe AFL jadis. OK. Ouais. Voilà. Mais là, moi, j'aimerais ça qu'on revienne en 2010. Parce que à travers tout ça, là, ce feu roulant-là, tu as créé le RJCQ. Ben oui, avec d'autres mondes, je pense. Là, mais j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Mais ça, c'est ça le problème, Jade. C'est que je suis pas capable de dire non à rien dans la vie. À ce moment-là, maintenant, je sais faire des choix. Ouais, sûrement. Mais à ce moment-là, je suis pas capable de dire non à rien, puis je dis oui à tout. Et là, je vais y aller de mémoire, puis je veux pas oublier personne, là, mais si j'oublie. Là. Mais de mémoire, Bernard Lachance, Charles Duchesne, Patrick Beaumont m'appellent, disaient on devrait former un truc, regroupement des courtiers, blablabla, puis on jase de ça. À ce moment-là, Charles est plus en charge, plus le leader de tout ça. Puis Charles est aussi occupé, mais Charles a probablement appris avant moi à faire des choix dans la vie. Fait que Charles prend pas le poste de président. Puis on a eu 1 dîner, 2 dîners. Je me souviens du premier au Sakura Mango, jadis, feu Sakura Mango à Québec. Qui est, je pense, l'espace Vino, je sais pas trop quoi. Arte Vino, je pense que c'est ça aujourd'hui. Oui. Longue histoire sur Le Bourgneuf. Puis, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Tout allait très vite, mais chose certaine, page Facebook, beaucoup de monde se joignent, meeting improvisé, dîner, pas trop de thématiques. Puis là, rapidement, ça se forge, puis on met de l'ordre là-dedans, puis on met des sujets, puis on va chercher de l'argent en commandite pour subventionner. Des fois, le dîner est payé, des fois, il n'est pas payé. Montego, je veux dire, j'adore le Montego, là, mais je n'ai mangé du Montego. Là, on a dîné là souvent. Fait que la genèse de ça, Jade, honnêtement, je pense qu'on se reconnaissait pas dans le paysage des services financiers à ce moment-là. Puis, tu sais, on revient à l'exemple du web. Moi, je suis sur le web à côté à ce moment-là, toutes les plateformes. Puis, je travaille dans une industrie qui est nullement là, nullement adaptée. Je pense que, puis, tu sais, c'est moi, mais le reflet de la jeunesse qui nous entourait au regroupement des jeunes courtiers à ce moment-là, tout le monde est un peu dans le même vibe. Les sujets des meetings ne nous parlent pas. Le monde des meetings aussi. Le monde des meetings, en fait, on attend tous qu'ils décèdent pour ramasser leur book, tu sais, mais ils décèdent pas. Non, je fais des farces, mais je fais des farces puis pas en même temps, là, des décès professionnels. Là, je veux dire, je pense que c'est une industrie qui gagnerait à avoir une meilleure rigueur au niveau de la prise de retraite. Là. C'est trop facile de pas prendre sa retraite jamais, puis de continuer sans vraiment. Continuer sans vraiment continuer. Moi, j'ai un défi, j'ai un enjeu éthique et moral là-dessus, là, mais
longue histoire, je pense qu'on trouvait que ça ne nous ressemblait pas. Puis on a décidé juste de prendre ça en main, puis de s'organiser entre nous autres, puis de partager, puis jaser entre nous autres. J'en ai pas d'autres bonnes raisons. Puis j'y ai pensé, tu sais, avec l'invitation du podcast, du pourquoi, puis du comment, puis c'est comme pas clair. Je pense on s'est tiré en bas de l'avion, puis on a probablement construit un parachute en tombant, là, ce qui est le cas de bien des affaires que j'ai faites, finalement. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça le truc d'être entrepreneur, de savoir comment bâtir... Et oui et non, en fait. Dis, parce que suivre toutes tes bonnes idées dans la vie, ça devient un peu prenant. Ça prend du temps et de l'énergie. Fait que, mais surtout ça, avec des enfants, une femme, tu sais. clairement, là, en 2011, mes filles ont 6 ans. Là. Puis je suis là la fin de semaine, là, puis je m'en occupe la fin de semaine, mais la semaine, le mieux que je vais faire, mettons, dans les premières années de vie de mes enfants, c'est d'aller porter à la garderie, puis d'aller chercher une fois de temps en temps, mais pas souvent, là, genre quand ma femme est malade. Mais tu sais, merci Maude, de t'être si bien occupée de nos enfants pendant cette période-là, mais je faisais d'autres choses. Fait que c'est un peu ça. Mais tu sais, c'est ça. Fait que longue histoire, c'est né d'un besoin, je pense, qu'on avait tous d'échanger entre nous, qui avait une réalité différente. Je pense que c'est vraiment ça. Mais je pense que c'est encore le besoin actuel. 100%. Tu sais, d'avoir... Ben, tu sais, moi, je me rappelle au début de ma carrière, j'allais dans des formations, exemple, puis, tu sais, j'étais jeune, j'avais 25 ans, puis ça faisait à fil, tu sais, pour me proposer soit de me recruter, ou tu veux une clientèle, ou tu veux ici, là, j'étais comme... Non, écoute, moi, je viens ici, en plus, tu sais, je voulais développer le cabinet, fait que j'avais plus ici pour recruter, je te recruterai pas parce que t'es rendu à 70, là, mais, tu sais... à 70, il reste encore 20-25 bonnes années. Facile. Mais tu sais, c'est quand même, tu sais, 15 ans plus tard, c'est encore quand même le même besoin, j'ai l'impression, de l'industrie. 100%. Je suis convaincu. La réalité de l'évolution technologique, l'évolution des normes, l'évolution de la réglementation puis de l'application de tout ça, il y a énormément de gens dans l'industrie qui sont juste blasés, qui ont tiré sa plug puis qui étirent jusqu'à temps que ça explose. Tu sais, je veux dire, ils surfent sa vague jusqu'à temps que ça pète. Mais il y a beaucoup de gens réfractaires à l'évolution. Puis aujourd'hui, l'évolution, pas juste professionnelle de notre domaine. Tu sais, puis j'ai décroché, tu sais, je veux dire, j'en vends pas vraiment de police, là. Tu sais, j'en vends plus vraiment. J'ai placé 2 récemment, honnêtement. C'est un peu fastidieux, là, parce que je suis moins là, puis je suis moins et tout. Fait que, tu sais, il a fallu que je me redocumente. Merci, Adrienne, d'ailleurs, de répondre à toutes mes questions. Mais, tu sais, l'évolution de tout ça va à une vitesse qui a jamais connue auparavant l'industrie des services financiers, comme toute autre industrie, je pense, le web, le ci, le ça. Tout va plus vite que ça n'a jamais été. Puis d'avoir un endroit où tu peux te regrouper et échanger avec des gens qui ont la même réalité que toi, qui doivent s'adapter à cette vitesse-là, je pense que ça aide tout le monde à 100%. Là, l'esprit de famille va définitivement aider tout le monde par l'échange. Oui, juste avec l'intelligence artificielle, on a des formations qui s'en viennent, puis ils sont super populaires, en tout cas, même si on est... Puis c'est important pour nous de suivre cette évolution-là, puis de s'ajuster, parce que sinon, on va tous finir comme des dinosaures, puis l'industrie va juste s'écraser ou être remplacée par des robots. Fait que, on n'a pas le choix de s'ajuster, puis d'aller en avant aussi. Oui. Je pense que c'est de plus en plus vrai de dire, avant, les plus gros mangeaient les plus petits, là, 100%. Aujourd'hui, les plus vite mangent les plus lents. C'est clairement ça. Je pense que ça n'a jamais été aussi vrai. Là. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, le RJCQ, tu as une tribune incroyable pour échanger sur plein de choses à ce moment-là. Puis, tu sais, je me souviens vaguement, là, dans les premières années d'une formation, les meilleures applications à avoir sur son cellulaire. T'sais, on était à la base. Tu comprends? On était sur la base des meetings, mais on avait besoin de ça. Là. C'est ça. Ben, comme là, on a les formations sur les meilleurs outils d'intelligence artificielle. Dans 5, 10, 15 ans, on va en rire aussi parce qu'on va se dire, ben, ça n'avait pas de sens. Mais ça va peut-être être les meilleurs endroits à visiter dans le metaverse. Ça va peut-être être ça. Je ne sais pas, mais ça peut être ça. Oui, c'est ça, c'est clair. Ah, c'est vrai que c'est ça. L'industrie a besoin quand même de se mettre à jour. Mais malgré que, tu sais, des dernières années, ça a quand même vraiment évolué. La COVID a beaucoup aidé. Là. Une chance, parce qu'on était, tu sais, je regarde juste l'assurance de dommages, on était vraiment en arrière d'eux autres, là, tu sais, solide, là. Oui, puis le Québec est en arrière de bien d'autres provinces là-dessus aussi. Plus, exact. Oui. Exact.
Bonjour, je m'appelle Mike Mainville, je suis conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance et rente collective et depuis 3 ans, je suis directeur principal Québec, développement des affaires et marketing chez UV Assurance. Bonjour Mike. Bonjour Jade. Bienvenue sur une autre capsule. Merci. Aujourd'hui, on parle du préavis de remplacement. Parce que quand on reçoit un préavis, là, souvent, on fait le saut. Hein? Puis, on a vraiment l'impression que c'est une finalité avec notre client, comme s'il nous laissait tomber. T'en penses quoi? Ben, c'est pas un ghosting professionnel, mais presque. On pourrait appeler ça comme ça. C'est une obligation, hein, le préavis de remplacement pour un conseiller en sécurité financière. C'est prévu par la loi. Lorsqu'il remplace un contrat d'assurance individuelle d'un client par un autre contrat d'assurance individuelle, ils doivent remettre un préavis de remplacement écrit et signé par le client. C'est un document qui va expliquer ce que le client perd parce qu'habituellement, il perd toujours quelque chose. Et ce quelque chose, de base, ça s'appelle la clause d'incontestabilité et la clause suicide. Donc, c'est pas vrai que le client gagne à tout coup, il perd toujours quelque chose. Ce document-là doit expliquer également ce qu'il gagne, en théorie, et pourquoi le remplacement est proposé. L'idée, c'est que le client, Jade, prenne une décision éclairée et non pas simplement parce qu'on lui a vendu quelque chose de nouveau. Oui, totalement. Puis pourquoi, justement, c'est si important de donner ce préavis-là en tant que conseiller? Puis c'est pas juste un autre formulaire à signer, c'est encore la paperasse pour nous, les conseillers, mais en même temps... Oui, encore un autre formulaire, Jade, mais c'est pas du décorum bureaucratique. Ouais. Il est véritablement important. En vrai, c'est une protection essentielle pour le client. Vous le faites pas pour vous, vous le faites pour le client. Dans l'esprit de la loi, c'est pour informer le client, pour qu'il évite de perdre des avantages d'un contrat qui est en vigueur, par exemple par rapport à son âge, les couvertures, les garanties. Et le remplacement, il faut s'en rappeler, peut parfois plus nuire qu'aider. Pour le conseiller aussi, c'est une preuve de transparence, c'est une obligation légale et pour l'industrie, ben, ça nous protège en tant qu'industrie. Ça protège la réputation, la confiance envers les professionnels en services financiers, que le remplacement a bel et bien été exécuté dans les règles de l'art et que c'était la seule option possible dans ce cas-là. Je suis totalement d'accord. Je pourrais pas être en désaccord avec toi. J'imagine que c'est vraiment souvent une partie que les conseillers négligent, hein? En 2022, Jade, presque 11% des chefs d'infraction qui ont été sanctionnés par la Chambre de la sécurité financière concernaient le préavis de remplacement. C'est quand même pas rien, c'est 11% des infractions. En 2023, ça a descendu à 4,4%. Donc, bravo. Amélioration, mais ça reste un enjeu réel parce que le préavis de remplacement, malheureusement, c'est souvent un raccourci risqué pour certains conseillers et ça peut entraîner des sanctions disciplinaires quand même importantes. Je te pose quelques questions, puis tu me dis si un préavis de remplacement est nécessaire, OK? Oui. Un client détient un contrat d'assurance qui inclut un avenant d'assurance-vie pour son enfant. Il souhaite maintenant annuler cet avenant pour plutôt souscrire un contrat d'assurance distinct au nom de son enfant. Mais attention, cette nouvelle souscription va entraîner l'annulation de l'avenant enfant. Dans ce contexte, est-ce qu'un préavis de remplacement, il est requis? Moi, je dis toujours qu'un préavis est requis par numéro de police. Mais là, tu me mets en doute. Parce que on voit ça souvent. Il va y avoir 2-3 numéros de police sur différentes protections. Fait que juste le temps, il faut en avoir un pour chaque police. Mais je dirais que oui, c'est nécessaire d'en avoir un parce que, tu sais, si tu vérifies pas, exemple, l'assurabilité ou quelque chose comme ça, tu sais, s'il y a des antécédents, c'est quoi qu'il y avait comme transformation, je pense que c'est des informations qui sont importantes à mettre dans un préavis. Tu as raison, c'est oui. La réponse est oui. Dans ce cas précis, un préavis de remplacement est bel et bien nécessaire. Et pourquoi? C'est parce que la souscription du nouveau contrat d'assurance pour l'enfant va entraîner l'annulation de l'avenant enfant. Et dès qu'une nouvelle souscription va remplacer une protection qui est déjà existante, même si c'est juste un avenant, le préavis s'impose. Par contre, c'est important de le souligner, si le client avait annulé l'avenant sans le remplacer par un nouveau contrat, là, il n'y aurait pas eu de préavis qui aurait été nécessaire. Donc, un autre exemple, un conseiller qui transforme un contrat temporaire en contrat permanent sans souscrire un nouveau contrat, un préavis n'est pas nécessaire. C'est vraiment la notion de remplacement ou d'annulation d'une garantie remplacée par une autre qui va déclencher l'obligation de faire un préavis de remplacement. Ceci dit, il n'y a rien qui empêche de faire un préavis de remplacement dans les cas où il n'est pas nécessaire pour se protéger.
Totalement. Mais je suis contente de le savoir. Si jamais ça m'arrive, ça m'est jamais arrivé d'avoir à remplacer un avenant parce que souvent, on va le compléter, là. Ben, en tout cas, dans ma pratique à moi. Je le complète, là, mais... J'ai une autre situation concrète pour toi. Un client signe une proposition d'assurance. Il paye la prime ou il signe l'autorisation d'aller prélever la prime dans son compte, mais la prime n'est pas encore prélevée dans son compte, donc le contrat n'est pas en vigueur. Je remplace ce contrat-là par une nouvelle proposition. Est-ce qu'un préavis de remplacement est nécessaire? Ben oui. Oui, pourquoi? Ben parce que je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Oh! Ben en fait, c'est que... Mettons, je te donne un exemple. J'avais un produit qui était à émission simplifiée. J'ai passé mon client avec cette émission simplifiée-là. Puis après ça, dans la même compagnie, après ça, je le mettais en émission préférentielle. Ben, il a fallu quand même que je fasse un préavis de remplacement. Avec, je considère que c'est un peu la même affaire. En fait, c'est que le client... Mais mettons que c'est dans deux compagnies. Le client, lorsqu'il a donné toutes les autorisations nécessaires pour que le contrat entre en vigueur, incluant la signature du formulaire de prélèvement automatique, ça déclenche l'obligation de faire un préavis de remplacement. Mais il faut faire attention, il y a une nuance importante. S'il y avait un examen médical qui avait été demandé et que cet examen médical-là n'a pas été fait dans les délais requis, alors là, il n'y a pas de procédure de remplacement qui s'applique, même si la prime a été payée en entier. Donc, par exemple, si l'assureur donnait 90 jours pour faire l'examen médical et que l'examen médical n'a pas été fait, il n'y a plus de couverture provisoire qui va s'appliquer, donc le préavis de remplacement n'est pas nécessaire. Ah, OK. Dans le doute, il y a un contrat qui est à l'étude chez un autre assureur ou chez le même assureur, faire un préavis de remplacement, c'est la meilleure chose à faire. Oui, c'est ça. Comment on s'assure de bien faire ça, un préavis de remplacement? Première étape, Jade, c'est d'analyser objectivement les besoins du client. Hein, on ne fait pas une analyse de besoin pour remplacer un contrat, on fait une analyse de besoin et on peut se rendre compte qu'on a un contrat à remplacer. Si le remplacement est nécessaire, il faut remplir le préavis de remplacement de l'AMF. Il faut le remettre au client avant la signature de la proposition. Il y en a qui pensent que parce que la signature peut venir après la livraison du contrat, on peut le faire après la proposition, mais non, ça va à l'encontre de l'esprit de la loi. La proposition d'assurance est basée sur un remplacement, donc il faut informer le client du remplacement avant de remplir la proposition d'assurance. Donc, c'est vraiment important. S'assurer que le client comprenne bien. Il faut tout écrire dans le préavis de remplacement. Il faut bien comparer les contrats et surtout, il ne faut pas le remplir dans l'auto parqué en double en avant de la maison du client. C'est une bien mauvaise idée. Prenez le temps de faire le préavis de remplacement. Pas sur un coin de table. Non. Puis, si je ne donnais pas le préavis, qu'est-ce que je pourrais risquer comme conseiller? Tu risques une plainte au syndic de la Chambre de la sécurité financière, potentiellement une enquête, une sanction disciplinaire, une amende, une réprimande, même une suspension de permis. Et en plus, c'est une infraction à la loi de ne pas remplir un préavis de remplacement lorsqu'il était nécessaire. Et en gros, tu as plus de chances d'avoir des problèmes qu'un client satisfait. Donc, il faut se rappeler d'une chose, Jade, l'intérêt du client, c'est ce qui prime et la CSF, elle dit ceci, le conseiller doit privilégier le maintien en vigueur de tout contrat d'assurance à moins que le remplacement soit dans l'intérêt du client. Je vais simplement le répéter parce que ça, c'est vraiment une phrase importante. Le conseiller doit privilégier le maintien en vigueur de tout contrat d'assurance à moins que le remplacement soit dans l'intérêt du client. Et c'est à qui de prouver que c'est dans l'intérêt du client? C'est à nous. C'est au conseiller, effectivement. Merci, Mike. C'était super intéressant et pertinent. Avec plaisir. Fait que, dans le fond, là, toi, à travers les années, là, depuis 2016, tu fais presque plus de ventes. Là, tu t'es consacré plus à d'autres projets. Puis, Gestion, développement, définitivement. J'ai passé jusqu'à tout récemment, j'ai passé depuis 2016 la grande majorité de mon temps à développer avec Groupe AFL, qui est devenu Cinex, qui ultimement s'est étendu d'un bout à l'autre du Canada, du BC au maritime. J'ai fait tout plein de choses au sein de cette organisation-là. En parallèle, on avait commencé du temps d'AFL à bâtir un petit cabinet, une équipe en fait, de courtiers hypothécaires. OK. Puis ça, c'est toujours resté sur le side, mais c'est toujours resté un projet qui venait me chercher en dedans viscéralement. C'est ma gang, mes amis, mes chums, ma famille. Puis voilà, fait que ça continue à grossir. Je me suis associé avec d'autres partenaires au fil du temps là-dedans. Des gars de la Couronne Nord de Montréal, notamment. Puis
voilà, ça l'a grandi. Puis, tu donnes un peu d'amour, t'arroses une fois de temps en temps, puis ça grandit. Mais tu regardes la plante pousser dans le coin, là, puis c'est devenu, ça aussi, ça a fait boule de neige, puis c'est devenu vraiment quelque chose d'extraordinaire au fil du temps, tu sais. Fait que c'est ce qui m'occupe aujourd'hui temps plein. Ça, puis ouais, définitivement. Puis, tu sais, une coupe de knick-knack par-ci, par-là, parce que j'haïs pas ça, là. Mais j'ai de la misère à dire non encore, mais j'ai appris à choisir plus qu'avant. Et ça fait vraiment partie de ce sur quoi je vais me concentrer à 100%. Là. 100% à partir de maintenant pour les prochaines années, assurément. Ouais. Oh, oui, définitivement. Comment t'as fait pour, justement, apprendre à dire non à travers les années? En fait, Jade... T'as-tu appris ou... Ben oui, j'ai appris. L'apprentissage encore? Non, j'ai toujours de la difficulté. J'ai toujours de la difficulté à dire non parce que, en fait, mon plus gros défi, c'est d'embarquer dans quelque chose pas à 100%. Fait que j'ai bien de la misère à embarquer dans de quoi à moitié, d'avoir un pied dedans et un pied dehors, c'est un peu compliqué. Fait que je suis un peu control freak. Là. Je riais beaucoup avant l'entrevue quand t'as dit non, t'as pas besoin de ta feuille, tu contrôles rien. J'ai compris que tu m'avais saisi. Mais j'ai appris à dire non. C'est la contrôlante en moi, c'est pour ça. Ah non, mais c'est correct, c'est parfait. Mais j'ai appris à dire non. J'ai appris à dire non à des comités, des œuvres, des ci, des ça. Je veux dire, à un moment donné, il y a 24 heures d'une journée, puis les enfants grandissent. Mes filles viennent d'avoir 20 ans. Fait que, tu sais, je veux dire, mes filles avaient 2-3 ans quand j'ai commencé dans le domaine. Ils ont 20 ans aujourd'hui. Il faut que j'en profite. Il faut que je profite de ma femme. Il faut que je profite de ma vie, en général. J'ai juste... Tu sais, t'arrives à 40 ans puis tu te rends compte que ce que t'as fait dans la vie, c'est incroyable, mais c'est tout relié au travail. Ça fait pas de sens. Là. Je veux dire, on travaille pour gagner notre vie. Ouais, pas l'inverse. Là. C'est exactement ça. Fait que, tu sais... Mais t'es passionné quand même. Mais... Quand tu fais quelque chose, c'est ça, comme tu dis, tu le fais pas à moitié, tu sais. Je m'implique, puis je veux dire, c'est pas comme si c'était lourd pour moi de faire ce que je fais dans la vie, ou c'est pas comme si c'était lourd pour moi de travailler. Je veux dire, j'adore ça, j'aime ça, j'en mange. Je suis pas obligé. J'étais pas obligé d'aller au dîner la semaine passée du regroupement des jeunes courtiers. Il y a personne qui va me casser un bras si j'y vais pas, mais j'aime ça. J'aime ça. Puis, tu sais, c'est un sujet qui m'intéressait. C'est un sujet que je connais, mais j'allais voir d'une autre façon, amené par quelqu'un d'autre. Je suis tout le temps... J'ai soif de ça. J'ai soif de voir les gens. J'ai soif d'échanger avec ces gens-là. Il y avait un gars qui dînait à côté de moi. J'ai jamais rencontré de ma vie. Ben ça m'a donné la chance d'y parler. Ça m'a donné la chance de savoir un peu son background. Puis tout, ça m'intéressait. Je suis ressorti de là avec un bagage à la formation, avec un petit bagage sur c'est ça l'histoire de ce gars-là. Puis ça m'intéresse. J'ai passé un bon moment. Je sais pas, la vie fait que mon travail est intéressant, j'imagine. Ben oui, j'imagine aussi. T'sais. Si t'étais pas aussi passionné, je pense pas que tu serais rendu là où tu es aujourd'hui non plus. Là. Je sais pas où je suis rendu, Jade, en fait, là, dans l'histoire, au final, mais je suis confortable où je suis en ce moment à 100%. Consortium hypothécaire, c'est phénoménal. Je suis le plus heureux des hommes de travailler dans ce business-là avec les gens qui la composent. Fait que, voilà. C'est vrai que vous avez, dernièrement, j'ai vu toutes les distinctions que vous avez mis en place sur la page Facebook, là, puis c'est vrai que vous avez une belle équipe, en tout cas. On a une belle équipe, mais on est des beaux êtres humains. Puis Jean-François, mon associé principal, et moi, on fait beaucoup d'entrevues de courtiers qui veulent se joindre à l'équipe, puis étrangement, là, dans les peut-être 3 dernières années, depuis, mettons, 1 an et demi, 2 ans, il y a probablement 50 courtiers qui nous ont approchés, qui voulaient se joindre à Consortium. On en a probablement pris 8 là-dessus. Puis on a refusé comme 42. Tu sais, je vais avec des chiffres approximatifs, mais on n'a pas pris beaucoup versus la demande qu'on a, versus la quantité de gens qui veulent se joindre à l'organisation. On ne tient pas à croître à tout prix en termes de volume, en termes de nombre, de bâtir le plus gros cabinet. C'est pas ça qu'on veut du tout. C'est philosophie très, très Spartan. Puis quand je te dis j'ai appris à faire des choix, ça en fait partie. Très a few amongst the many. Là. C'est comme une plus petite équipe, mais juste les meilleurs. Ouais. Juste les meilleurs. Fait qu'on va être très, 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 très picky. Puis ça fait partie des choix que j'ai appris à faire dans la vie. Puis ça fait partie des choses que j'aurais voulu me faire dire, tu sais, quand j'étais plus jeune comme conseiller ou quoi que ce soit. Choisis. Prends pas tout ce qui passe, puis choisis, définitivement. Mais quand tu arrives dans ce choix-là, c'est comment tu fais pour déterminer ce choix-là, je préfère lui. Tu sais, parce que tu as eu une époque où tu prenais tout ce qui passait. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est quoi tes critères pour choisir? Choisir un client,
C'est une question de relation d'abord et avant tout. Après ça, il y a une question de rentabilité. Je ne vais pas le cacher. J'aurais aimé, comme jeune courtier, me faire dire ne prends pas n'importe quel client. Le client qui veut, puis tu sais, je vais être très catégorique, mais le client qui veut te rencontrer, qui veut déposer 50$ par mois dans un régime épargne-études, qui te référera jamais son hypothèque, qui a déjà ses assurances de prix, puis il veut rien savoir de t'en parler parce que c'est son oncle qui s'en occupe, puis que tu sais fondamentalement par leur chemin professionnel qu'ils n'auront jamais vraiment plus d'épargne à te donner avant 10-15 ans, ben passe ton chemin, mon ami, et laisse quelqu'un d'autre s'occuper de ce client-là parce que c'est un puits sans fond de temps investi qui ne sera jamais rentable. C'est impossible. Puis je trouve ça dommage de le dire parce que ces gens-là méritent d'être desservis, mais tu sais, qu'ils aillent à leur institution financière ou qu'ils fassent affaire avec un employé qui est payé à salaire dans une banque ou une caisse ou whatever. Mais c'est pas le marché niche que nous, on devrait envisager comme travailleur autonome ou propriétaire de notre entreprise. Là, fait que ce genre de choix-là, définitivement, j'aurais dû comprendre plus tôt dans ma carrière à mettre les limites. J'aurais peut-être dû focusser davantage sur le milieu corporatif. C'est pas pour tout le monde. Ça aurait probablement été pour moi. C'est pas les choix que j'ai faits. Je desservais n'importe quelle famille qui me contactait. Peu importe le montant, peu importe la valeur, peu importe tout. Puis ça, c'est des choix que... Tu faisais aucune segmentation, dans le fond, aucune... En fait, là, ça, c'est étrange. J'avais une segmentation un peu plus claire de tout ça. Okay. Par produit, par compagnie, par type, par tranche d'âge, tout ça. Tout. Mais j'y prenais toutes. C'est juste que je les segmentais. OK. Ouais, tu es rentré dans les cases, mais les cases, exact. Toutes les cases possibles. Fait que, en bout de ligne, tu ne segmentais pas vraiment, ou tout du moins, tu filtrais pas. Oui et non, Vincent, parce que je filtrais pas, tu as 100% raison. Mais ce qui est arrivé, c'est quand j'ai voulu m'adjoindre d'autres conseillers pour travailler avec moi, ben, j'essayais de leur donner les cases qui m'intéressaient moins, ou j'essayais de leur donner un peu de chaque case pour qu'il y ait un certain équilibre là-dedans, que ça fasse du sens. Je disais à un moment donné, c'est juste que les cases, ils continuaient à déborder, puis à déborder, puis à déborder. Puis ça rentrait plus vite que la capacité que j'avais de le déléguer. Là. Mais, tu sais, ça fait partie des choix. Je veux dire, clientèle pour clientèle, d'abord, fit humain. Ensuite, fit mathématiques. Si tu ne passes pas à la première case, ça le fera pas. Il faut écouter sa petite voix intérieure qui, après 5 minutes, tu le sais si ça va fitter ou pas. Oui, puis des fois, après 1 an ou 1 an et demi, 2 ans de relation avec le client, ça se peut que tu changes d'idée aussi. Là. Je me souviens d'avoir poliment demandé à un client de quitter mon bureau, puis que j'allais y envoyer la documentation nécessaire à ce qu'il se trouve un autre conseiller. Là. Je disais, moi, je considère que j'avais un bureau de services financiers de bonne... bonne qualité, bon professionnalisme. Puis j'avais l'impression que le client me traitait comme si j'étais à commande à l'auto dans un fast-food. Là, moi, je veux ça. Tu vends tel titre, t'achètes tel titre. Le client qui achète au top puis qui vend quand ça plante. Là. Puis c'est toujours ta faute. Je veux dire, à un moment donné, ouais. Puis tu jases avec ça, c'est un client de la télé, en passant. Ouais. C'est un client de la télé et très intéressant. Je les nommerai pas, mais il y a 3 personnes bien connues dans le paysage des services financiers au Québec. Là. Je vous les nommeriez, vous sauriez c'est qui systématiquement. Là. Que vous soyez à Québec, Montréal ou quoi que ce soit, vous savez c'est qui ces gens-là. Puis la première rencontre que j'ai eue avec le client, j'ai dit « OK, votre conseillère, blablabla, ouais, je la connais, pourtant, elle me semble professionnelle. Hein? » Puis là, il bâche sa conseillère. Puis il bâche l'autre d'avant, mais je les connais tous les 3, mais les 3 sont solides. T'sais. Fait que je fais « Ah ouais, moi je prends pas de commande. Si on fait une stratégie, il faut la suivre, il faut la garder. » Puis j'essaie de mettre mes culottes, tu sais, mais puis, tu sais, j'y fais signer là, un engagement de relation. J'ai pondu un document pour qu'on s'entende bien puis qu'il comprenne que j'essayais de le protéger de lui-même, qui est un grand émotif par rapport à la fluctuation de ses placements. Puis ça s'est résumé par, après 1 an, 1 an et demi, j'étais toujours à recommencer. Puis je lui souhaite fondamentalement d'être heureux aujourd'hui avec quelqu'un, mais ça ne l'a pas fait. Peut-être avec des nouveaux conseillers chaque année. Non, exactement. Fait que, tu sais, un compte en ligne rendu-là. En fait, c'est ça. Ouais, c'est très intéressant parce que quand il m'a quitté, il s'en allait vers un conseiller qui était 100% obligation, qui croyait juste au marché obligataire. Puis, qu'est-ce qui s'est passé déjà avec les taux d'intérêt? Ah oui, le marché obligataire. Le marché, comme par exactement. Fait que je te confirme, Guido, c'est de chercher un autre conseiller, c'est sûr à 100%. Mais bref, au niveau du choix, là, faire des choix, fit humain, d'abord et avant tout.
Fait que, tu sais, mettons, un courtier hypothécaire ou un conseiller, whatever, qui me contacterait aujourd'hui ou qui me contacte aujourd'hui, puis qu'on commence, tu sais, on fait des entrevues, là, je veux dire, j'aimerais ça vous parler, parfait, on fait un Team, un Zoom, on le rencontre en personne. Quand dans les 2-3 premières phrases, c'est « OK, combien vous payez, vous autres? » Je te confirme que toutes les phrases suivantes après, ils servent absolument à rien parce qu'ils viennent me perdre, alors qu'on essaye de l'amener dans une discussion de valeur, une discussion de pourquoi tu fais ça, c'est quoi tes objectifs, comment tu te vois dans 2-3 ans, puis que lui, la seule préoccupation qu'il a, c'est combien tu me charges de frais. Tu sais, puis il dit, on pose des questions, puis là, c'est pas une fois, ça, c'est souvent. Là. On pose ce genre de questions-là au niveau de l'évolution, au niveau de la carrière, au niveau des valeurs, au niveau de pourquoi tu le fais. Puis la réponse, c'est je comprends vos questions, mais moi, d'abord et avant tout, je veux savoir c'est quoi le payout, c'est quoi vos frais. Ben, ça le fera pas. On peut te le dire, mais ça sert absolument à rien parce que tu viendras pas ici. Alors que je sais très bien que notre payout est ultra compétitif. Là. Je suis pas gêné de le dire pantoute. On a le meilleur payout de l'industrie. Je suis pas zéro stressé, mais question de valeur humaine, c'est important de travailler avec des gens qui te ressemblent. Si pour toi, là, les valeurs fondamentales d'aide, d'entraide, de partage, puis tout ça, c'est plus important que l'argent, entoure-toi pas de gens qui sont focus sur l'argent. Je veux dire, ça marchera jamais. Là. Fait qu'on prend pas ces gens-là. Première chose. Après ça, manque de professionnalisme, t'es pas là. On te prend pas. On a une entrevue, t'arrives 7 minutes en retard. Ben, c'est 15 minutes de trop. Tu comprends? Normalement, t'arrives en avance. C'est ça. Fait que c'est un peu tout ça, mais les filtres se font comme ça. Puis après ça, faut pas avoir peur non plus de dire à quelqu'un que tu t'es trompé et que tu n'aurais pas dû le prendre. Il faut que tu sois capable de lui dire rapidement que tu t'es trompé, tu n'aurais pas dû le prendre. Puis ça, c'est vrai autant pour les gens que tu recrutes dans ton équipe que pour les clients. Ouais. Je veux dire, le client que tu vois que tu manques de collaboration de sa part, il te cache l'information, il te ment. Je veux dire, tire sa plug. D'avoir une relation. Tire sa plug, puis va-t'en, puis dis-lui poliment, puis invite-le à se trouver quelqu'un d'autre. Mais honnêtement, j'ai pas choisi. J'ai pris tout ce qui passait. Ça a causé ma perte d'intérêt, assurément. Ça n'a pas causé ma perte. Là. J'ai une très belle carrière, mais ça a causé ma perte d'intérêt envers continuer à faire ça. Assurément, parce que j'ai pas été assez sélectif. Là. Tandis que si tu avais peut-être été dans le corpo, mettons, où tu avais décidé de transiger, de m'emmener après 2-3 ans, de t'en aller vers le corpo, peut-être que tu aurais resté là, parce que... Probablement. Moi, besoin de clients aussi, des fois, tu sais... Probablement. Puis j'ai un chum qui a joué en carrière il y a une couple d'années qui était pas là-dedans pantoute. Puis quand moi, j'ai tiré sa plug, lui, il est rentré un peu après. Puis... j'espère qu'il a bénéficié de mes conseils. Il a fait, quand je regarde son parcours aujourd'hui, je le sais que c'est ça qu'il a fait. Là, il a focusé sur le corpo, il a dit non, petit compte, il a ci, il a ça. Il a écouté ce que j'y ai dit et ce que j'y ai conseillé. Aujourd'hui, il a une très belle carrière. Le gars vit sa best life, puis il a un équilibre de vie incroyable, puis il gagne très bien sa vie. Il est super bon dans ce qu'il fait, il est focus, il est spécialisé. C'est parfait, là. Mais justement, qu'est-ce que tu penses que ça prend pour devenir un bon conseiller, justement, pour réussir dans la carrière? Honnêtement, ça prend de la... Non, mais pour vrai, ça prend de la passion envers les gens. Ouais. Moi, à un certain moment donné, je suis venu blasé de répondre aux questions des clients. Puis au moment où j'ai été blasé de répondre aux questions des clients, j'ai compris qu'il fallait que je fasse autre chose. Là, parce que tu peux pas être blasé de répondre aux questions des clients. Tu peux pas ne pas aimer répondre aux questions des clients. Je veux dire, si t'aimes pas ça, répondre aux questions des clients, je sais pas ce que tu fais dans ce travail-là, mais ta job, c'est d'être leur lumière, d'être leur phare, d'être leur guide. Faut que tu sois capable de bien vulgariser, il faut que tu sois capable d'établir des bons contacts humains, d'abord et avant tout. La connaissance des produits et services, la connaissance de tout ce qui entoure les produits que l'on vend ou que l'on met en marché pour nos clients, c'est pas le bout qui est compliqué, puis c'est pas le bout qui est difficile. Ultimement, c'était pas quelque chose de complexe pour moi d'apprendre les différents détails de ces produits-là, puis ces trucs-là. Là. Je gagnais des caoutes puis des quiz régulièrement, puis j'aimais bien ça. Mais à la fin de la journée, c'est pas ça qui fait que tu es un bon conseiller ou pas, je pense. Là. C'est important d'avoir ça, mais au-delà de ça, si tu le sais pas, tu as un réseau, puis tu as du monde, puis je veux dire, tu vas finir par l'avoir ta réponse. Ce qui est important, je pense, c'est la connexion humaine. Si tu es capable de connecter avec les gens, si tu es capable de faire parler les gens, si tu es capable d'aller chercher l'information auprès de quelqu'un en établissant rapidement une communication puis une connexion humaine, tu es appelé à faire des grandes choses dans ce domaine-là. Là. Si tu as de l'entre-gens puis tu as moindrement de volonté de travailler,
de répondre à ton téléphone quand il sonne, de répondre à tes courriels dans un délai raisonnable. Il y a une couple de trucs qu'il faut que tu sois rigoureux, là, on s'entend. Oui. Mais ouais, définitivement, qu'être passionné par l'être humain, je pense que c'est le critère numéro 1. Ouais. Si tu n'as pas ça, tu feras pas ce métier-là longtemps. Là. Ou tu vas le faire assis dans un bureau comme technicien pour quelqu'un d'autre, ou tu vas travailler en aide. Mais si tu n'aimes pas la relation humaine, puis répondre aux questions des gens, puis aiguiller les gens, moi, j'embarquais dans mon auto, c'était facile de savoir c'est quoi la commission que je venais de signer sur le papier. Là. Mais c'est pas ça qui me drivait 0, 0, 0, 0. Là. Ce qui me drivait, c'était le sentiment que le client avait tout compris. J'étais allumé. Là. J'étais comme, yeah, on va en faire un autre. Un de plus d'éduqué. C'est un peu ça que je me disais. Okay. Un de plus d'éduqué. Puis c'était vraiment ça. Puis je sais pas. C'était pas passionné par ça. Je sais pas qu'est-ce que tu fais dans ce domaine-là. Oui, non, c'est clair. Être passionné par l'humain, c'est vrai que ça va t'aider à persévérer dans les défis au quotidien. Là, quand tu es passionné, ça va de soi, là, finalement. Là. Mais les clients que vous rencontrez et que n'importe quel conseiller rencontre, je veux dire 95% connaissent pas le milieu, le domaine, les tenants aboutissants. Il y a peu ou très peu d'éducation financière qui se donne au Québec. Là. Fait que si, comme conseiller, tu n'es pas là pour aiguiller, éduquer puis aligner ton client, qui va le faire? C'est ça. Fait que... Non, il faut qu'on veuille faire ça. Puis justement, je trouve tellement qu'on met les finances sur un piédestal. Là, on rend ça trop compliqué. Oui, de moins en moins, je pense. Là, les gens sont de plus en plus conscients, mais en même temps, je regarde il y a quelques années, là, tu peux pas voir un conseiller sans cravate puis sans veston. Là. En effet. Moi, quand j'ai commencé dans le domaine, j'avais 24-25 ans, j'avais les cheveux rouges, puis les conseillers j'avais des conseillers qui me disaient « Hé, là, Jade, il va falloir que tu refasses teindre tes cheveux, tu peux pas porter ce genre de bottes-là, tu peux pas, j'étais un peu une punk dans l'âme à ce moment-là, mais j'étais comme, voyons, je peux avoir ma personnalité puis ma couleur, 100%. De plus en plus, c'est mis de l'avant, puis c'est tellement important, d'avoir des gens de tous les types de couleurs qui vont attirer tout type de clients aussi. Là. Ouais. Je pense que ça en vient aussi à vouloir à travailler avec une clientèle que tu vas aimer travailler. Moi, personnellement, je le dis souvent au HCQ, mais j'aime pas les clients analytiques. J'aime pas les gens qui analysent. J'aime ça les gens d'action. J'aime ça. Fait que, si j'ai des clients analytiques qui me grugent de l'énergie, je resterai pas dans le domaine, parce qu'il faut que je travaille avec des gens que j'aime. Puis je pense qu'on peut vraiment se le permettre en apprenant à dire non et en faisant des choix. Il faut apprendre à faire ça, puis... C'est extrêmement difficile quand tu commences. Rappelez-vous là, que les premières années que tu es dans le domaine, là, dans les dernières années, je me souviens d'avoir dit à ma femme j'ai fait plus d'argent cette semaine qu'à ma deuxième année. Là. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Et je veux dire, les premières années, c'est pas simple. Puis tu travailles, puis des fois c'est long, puis là on est dans un... Moi, je recule à une ère où la tarification prenait des mois. Juste envoyer ta propos que l'agent général le reçoive, puis qu'après ça, l'envoyer à la compagnie par la poste, par ICS, c'est plus rapide aujourd'hui, mais même aujourd'hui, tu commences, puis en 6 mois, tu as vendu une police ou 2 par semaine. Ça se peut que tu aies un 3-4 mois que tu n'aies pas eu de paye là-dessus, puis que ça commence à rentrer à graine, puis que c'est pas toutes des polices à 4 000 de commission. Puis... comme je disais, mettons que tu commences à 20 ans, là. Ça coûte rien. Un T10 va te coûter 3 piastres. Ça n'a pas de sens, là. Comment que ça coûte pas cher. Fait que t'es commissionné sur 150, 200 piastres, 300 piastres annuels. C'est rien, c'est des peanuts, là. Fait que comment tu fais pour vivre de ça, là? Mais devrais-tu faire ça? C'est ça la question. Devrais-tu faire ces clients-là? OK. À cet âge-là, très bon point. Est-ce que tu devrais faire ça à 20 ans? On dit souvent plus ou moins 10 ans de notre âge. Entre 10 et 20, j'imagine que tu n'as pas beaucoup de clients. Non, mais à partir de 20 jusqu'à 30, c'est pas là que, par expérience, c'est pas là nécessairement que tu vas avoir la clientèle qui va être la plus rentable. Non, c'est ça. Il faut vraiment que tu aies un projet à moyen et long terme avec ces clients-là pour que ça fasse du sens. Au-delà de ça, c'est ça ton environnement. Fait que, aujourd'hui, je prospecterais mon plus ou moins 10 ans. J'ai pas la même réalité que quand j'avais 23 ans. Là, on est à des 1000 à la ronde. Puis j'ai juste 43 ans. Fait que, mais ça change tout quand même. Fait qu'à un moment donné, à 20 ans... Juste en haut de 40 ans, on voit la différence de prix. Mais à 20 ans, probablement pas une bonne idée. Va te faire les dents comme salarié à quelque part, puis va apprendre comme salarié, puis tu reviendras plus tard dans le domaine en titre d'entrepreneur. Mais sinon, vendre des T10 à 11$ par mois,
est-ce que ça aussi, c'est une bonne idée? Tu te mets à risque, c'est un dossier client, c'est de l'information loi 25, c'est de la cybersécurité. Quand tu prends un dossier aujourd'hui, il faut que tu sois capable de voir tout le big picture de toute la responsabilité que tu as envers ce dossier-là. Est-ce que tu vas vraiment pris tout ce jeudi soir-là de 8h à 9h45 avec ton client, toutes tes démarches après, la tarification, la livraison du contrat et tous les risques afférents liés à toutes les responsabilités pour 120$? Non. Mais je veux dire, c'est plate parce que le client a besoin de son T10, là. Mais c'est pas obligé d'être toi qui y conseille. C'est pas obligé d'être toi qui y fait, c'est pas obligé d'être toi qui y vend. Exact. Va pas là. Je veux dire, puis là, je parle argent. Mais en même temps, quand tu commences, tu as tellement faim, tu veux tellement tout prendre, puis tu as espoir Absolument. en tout, là, tu sais, fait que... Mais mettons que ce client-là... prendre parce que t'as faim. Ouais, c'est ça, C'est ça exact. le problème. Hein. Mais si le client, il se sépare, puis là, il faut que tu changes les bénéficiaires. Ouais. Puis il déménage 2, puis 3, puis 4 fois. Ah non, c'est ça, c'est dégueulasse. Ouais. Tu sais, je veux dire, non, mais financièrement, c'est un gouffre sans fond, tu comprends? Ah ouais. Fait qu'à un moment donné, il faut être capable d'enligner aussi les choix par rapport à ça. Mais ces clients-là ont besoin d'être desservis, là, je le répète, mais c'est peut-être pas par le modèle entrepreneurial du courtier indépendant qu'ils devraient être desservis. C'est juste ça mon point. Ah, je suis 100% d'accord. Oui. Si tu avais une seule chose à dire à un nouveau conseiller, ça serait quoi? Écoute. Je sais que tu en as beaucoup à dire. Non, mais écoute. Fais pas ça tout seul. Puis joins-toi à quelqu'un qui va vraiment t'accompagner puis te donner des conseils. T'sais. Un jeune conseiller a besoin de quelqu'un d'expérience avec lui qui va l'accompagner puis lui donner des conseils. J'ai trop souvent des conseillers recruter d'autres conseillers en se disant j'en recrute 10, il y en a un qui va marcher, puis en attendant, mais les 9 autres qui ont quitté, ben au pire, mais qui s'en aillent, je vais récupérer le client. Je le sens dans ton non-verbal. Je suis pas synergologue, mais je sens dans ton non-verbal que tu relates un peu ce que je suis en train de dire. C'est pas pour ça. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, ça existe énormément. Ah ouais. Fait que, si t'es un jeune, le conseil que j'ai à te donner, c'est écoute, mais écoute un mentor qualifié, écoute un mentor qui va t'aider, écoute quelqu'un. Assure-toi d'avoir quelqu'un qui va vraiment t'appuyer, t'épauler, puis être présent, puis être là, disponible. Disponible, probablement le meilleur terme, pour t'aider là-dedans. Parce que commencer à scratch tout seul, c'est extrêmement difficile. Puis, tu sais, je dis 1 sur 10, je pense pas me tromper. Là. Si tu commences à scratch tout seul, puis t'es laissé à toi-même, je pense pas que t'as plus que 10% des chances de réussir. Là. Ah, c'est un domaine qui est quand même difficile. Puis en même temps, tu deviens entrepreneur comme conseiller indépendant aussi. Tu as plusieurs chapeaux. Fait que, le web va te faire croire que tu as tout ce qu'il faut pour entreprendre puis que c'est facile. Mais reste que tu vas peut-être être celui sur 10 ou peut-être que tu vas faire partie des 9 autres. Oui, c'est ça. Ouais. Exact. Effectivement. As-tu un prochain steps pour toi? Un quelque chose qui s'en vient? Là, je viens de sortir de mon aventure Synext, qui a duré quand même tout près de 10 ans. Consortium est définitivement mon bébé dont je veux prendre soin et m'occuper. Sorry les filles, j'ai pas été là pour vous, je vais être là pour ce bébé-là. Devenez courtier hypothécaire. Ouais, c'est ça. Non, ça les intéresse zéro. Eux autres, ils ont vu mes journées, mes soirées, mes nuits, mon grind, là, puis ça les intéresse zéro. Mais non, je veux vraiment m'occuper de ça. En fait, différents projets que j'avais en arrière de la tête, ça m'habite toujours. Là. Des projets, des idées, des ci, des ça. Puis je suis le gars qui a des idées, puis on le fait. J'ai toujours dit qu'un de mes grands différenciateurs dans la vie versus les autres, c'est que quand j'ai une idée, je la fais. Okay, ouais. Puis je me casse pas 82 fois la tête. Là. Je veux dire, on va de l'avant, puis on le fait, puis... Je me suis planté aussi. Là. C'est pas tout le temps correct, là, mais bref, on le fait. Fait que j'ai de la misère à dire on le fait sans voir l'humoriste là, qui parle de Costco dans son speech puis qui dit on le fait. Mais bref, j'aime ça le faire. À la fin de la journée, Consortium hypothécaire va s'en aller national d'ici les prochaines années. On veut répéter le modèle en Ontario, BC, en Alberta, éventuellement dans d'autres provinces aussi. Puis, il y a d'autres projets aussi, potentiellement revenir plus en force en services financiers avec un modèle où on va choisir les clients, où on va choisir les conseillers, où on va choisir tout ça. Mais j'ai ça sur le rond en arrière, puis on va le mettre sur le rond en avant au courant de 2025. Fait que je vais revenir aussi davantage sur les réseaux sociaux. T'sais, en 2016, j'étais très, très, très là, on en a parlé. Mais en 2016, j'ai disparu.
Puis aussi récemment que ce matin, je me suis dit, faudra peut-être que tu ailles sur Instagram une fois ou deux dans ta vie. Je suis pas très Instagram. En fait, je suis zéro Instagram. Puis là, le matin, je répondais juste à mes demandes de followers que j'ai eues depuis je sais pas combien d'années, en fait. Il y en avait beaucoup. OK. Fait que je fais du rattrapage un peu réseaux sociaux, mais je vais revenir un peu plus dans la vie, je vais dire, médiatique, réseaux sociaux, publicité, marketing, développement. Je vais définitivement revenir là-dedans. Là. Je m'en viens. Très cool, j'ai hâte de voir ça. Ben oui. On s'en vient. Toi, Vincent, t'avais-tu une autre question pour Hugo? Je pense pas. Hein? Je pense qu'on... On a fait le tour, hein? Je pense que oui, quand même. Écoute, on avait Je pense plein de qu'on aurait questions pu pour faire toi. 20 mais minutes de plus, là. Ah ouais, écoute, on pourrait parler des heures et des heures en ta compagnie parce que tu as tellement de bagages, tu sais, qu'on a juste surfé un peu la vague, là, tu sais, honnêtement. On reviendra. Ouais. Saison 6. Saison 6. C'est bon. On sera peut-être plus là à l'animation, par contre. C'est ça. On va avoir d'autres jeunes qui vont prendre la relève, certainement. Il faut. Ben oui, c'est ça. Mais merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation, d'être venu partager avec nous. Puis, tu sais, je te l'ai dit, tu as un parcours inspirant, c'est le fun de t'écouter, tu parles bien. T'es gentil, merci. C'est gentil. Je vais revenir. Puis, on va pouvoir te suivre sur Instagram. Non, allez pas là. Mais venez sur LinkedIn, Facebook, whatever. Mais je m'en viens. Là. Ça s'en vient. Je vais peut-être avoir un compte TikTok éventuellement. Oh boy! Oh. Sait-on jamais. Hey, mais nous, en tout cas, on a une nouvelle page Instagram, le RJCQ, depuis hier. Je vais aller là. Fait que tu peux aller la suivre. Ben, en fait, c'est ça, c'est tout récent. Nouvelle page Facebook. Fait que je vous invite, les auditeurs, à aller suivre les pages, partager le podcast. Partagez-le, allez noter sur Spotify, sur Balado si vous avez trouvé que Hugo était super intéressant. Je suis sûre que vous allez avoir adoré. Puis, je voulais aussi prendre quelques instants pour remercier notre partenaire podcast qui est UV Assurance parce que grâce à eux, ben, on est ici en studio puis on a la chance de recevoir des personnes extraordinaires comme toi. Super Hugo. Partenaire. Oui, super partenaire pour nous, le HCQ depuis plusieurs années, fait qu'on est vraiment choyés de les avoir. Fait que merci encore, Hugo, puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler très bientôt de tes futurs projets. Merci à vous. Ben, merci à toi.